Super, merci. Ça marche, oui. Donc, je vais vous parler donc rapidement d'intelligence artificielle, d'industrie et voir comment cette première s'applique à cette seconde. Donc avant tout, à Néovision, on a une ambition et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est de mettre l'intelligence artificielle à la portée de tous. Et donc, on va travailler sur deux axes. Un axe plutôt business avec nos clients. On va développer des IA sur mesure pour eux. Et un axe plus grand public où on va expliquer concrètement et simplement ce que c'est que l'intelligence artificielle pour un petit peu casser les mythes autour de cette discipline scientifique. Donc, pour aujourd'hui, mon intervention va se dérouler comme telle. Donc, on va présenter rapidement Néovision. On va ensuite voir ce que c'est que l'IA, quelles sont les spécificités de l'IA en industrie, quelques applications concrètes industrielles, et ensuite des retours d'expérience clients pour montrer ce qu'on est capable de faire actuellement en France avec des sociétés françaises. Donc, pour Néovision, on va rentrer dans le détail de Néovision. Donc, moi, je suis le responsable marketing de Néovision. J'ai rejoint la société en 2015 pour juste après mes études et donc après j'ai eu un petit interlude de 2 ans et je suis revenu depuis donc 2018 et depuis 2019 j'interviens également à l'IA de Grenoble pour expliquer ce que c'est que l'IA et comment elle s'applique à différents métiers de gestion d'entreprise. Donc Néovision, on est une société d'expertise en intelligence artificielle. Et notre expertise réside principalement dans le machine learning et le deep learning qu'on va venir appliquer à la computer vision. Donc la computer vision, ça va être tout ce qui est traitement et analyse d'images pour faire la détection dessus, pour automatiser certains process. Et donc ce qu'on propose globalement, c'est un accompagnement complet à nos clients pour concevoir, développer et intégrer la solution la plus adaptée aux besoins de nos clients. Donc pour ça, on a une offre assez complète, donc de services sur mesure. On va commencer par des formations de tout niveau qui vont être adaptées au niveau de compétences et de connaissances de chaque personne pour faire monter petit à petit en compétences et en maturité. Ensuite, on propose un accompagnement stratégique pour définir, pour diagnostiquer la société, les données en présence et voir quel projet IA serait intéressant et vecteur de ROI pour la société. Et ensuite, on passe dans une phase de conception et d'industrialisation. Donc, conception de test, on va concevoir et prototyper la solution. Et ensuite, on va la mettre en production pour qu'elle génère un ROI certain. On a également des technologies donc basées sur de la computer vision majoritairement, donc de la recherche visuelle, c'est réussir à faire au lieu de faire une recherche textuelle, donc taper une requête avec des mots ou même par commande vocale, ça va être par une image. Donc on prend en photo quelque chose et ça va donner toutes les informations relatives à ce qui a été pris en photo. On fait de la lecture de caractères sur des images également, donc là ça va être intéressant pour tout ce qui est traçabilité, identification. On prend une photo, on va réussir à lire le numéro d'identification et ensuite de la caractérisation d'activité, donc tant humaine que pour des objets, c'est réussir à décrire ce qu'un objet ou un humain est en train de faire sur des images. On a également un outil de données qui permet en fait de valoriser les données que vous avez en votre possession. On va très rapidement pouvoir les visualiser, les explorer pour trouver des clusters. Donc les clusters, c'est des données qui sont similaires, qui se ressemblent et donc qui vont être proches dans leur représentation. Des corrélations, ça va être des liens entre les données. Donc là, ça va nous mettre la puce à l'oreille sur quel type de projet IA on peut faire avec ces données-là. Et également des anomalies, ce qu'on appelle des outliers. Ce sont des données qui vont faire un petit peu bugger tout le système, qui sont pas vraiment représentatives et vraiment différentes des autres données. Et donc, il vaut mieux les enlever en général du jeu de données pour éviter de casser l'apprentissage. Ensuite, donc, on fait des développements pour parfaitement adapter l'outil à vos données et on assure bien sûr un accompagnement global. On met des experts à votre service là-dessus. Donc, quelques références, je vais pas trop rester là-dessus. Je vous propose juste de bien photographier cette image et s'il y a des questions qui pop en voyant certains logos, je pourrai répondre et vous donner plus de détails à la fin de la présentation. Donc, quelques chiffres clés. Donc, on est créé depuis 2014. On est aujourd'hui 23 experts en IA, donc 17 qui sont techniques. Donc des ingénieurs ou des docteurs en IA. Et on a accompagné plus de 100 clients sur plus de 300 missions depuis nos 7 années d'existence. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant, que les présentations sont faites et qu'on a pu légitimer ma présentation, ma présence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IA? J'allais vous dire, donnez-moi votre définition, mais ça va être un peu compliqué vu qu'on est déjà 50, on va pas tous pouvoir prendre la parole. Donc, l'IA en 2021, c'est pas l'image qu'on peut s'en faire avec les films de science-fiction qui ont largement contribué à des constructions mentales, en général plutôt péjoratives de l'IA.
Aujourd'hui, on en est très loin. Ce qui est présenté dans ces films-là, c'est ce qu'on appelle une IA forte, c'est-à-dire une IA qui est capable de se généraliser et de devenir extrêmement performante sur une multitude de tâches. Donc, en gros, d'avoir une espèce de conscience également qui est aujourd'hui propre à l'humain. Aujourd'hui, les IA ne sont pas intelligentes, elles restent bêtes, mais par contre, elles sont extrêmement performantes sur des tâches spécifiques. L'IA en 2021, c'est plutôt un logiciel qui va remplacer Charlie Chaplin dans les temps modernes, donc sur cette ligne de production, où en fait, il fait une tâche répétitive et rébarbative. Moi, j'ai coutume de dire que l'IA permet de rendre aux robots les tâches robotisantes et remet l'humain à sa place d'humain. Je pense que Charlie Chaplin, sur ses tâches, quand il sortait à la fin de sa journée, il se sentait pas vraiment épanoui en tant qu'humain. On lui demandait pas de réfléchir, on lui demandait juste de répéter encore le même geste. Le problème, c'est que l'humain, au bout d'un moment, il se fatigue, il en a marre, il sature et il commence à faire des erreurs. Une machine, non. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle la plupart du temps de machine learning. C'est la branche de l'intelligence artificielle qui a connu les plus grandes avancées et les meilleures performances en fait sur les 10 dernières années. Et il y a une triade à l'origine du machine learning. S'il manque une composante, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, dans ces composantes, on retrouve les données, le matériel. Le matériel, ça va être le PC, des cartes graphiques. En fait, ce qui permet de faire tous les calculs. Et ensuite, les algorithmes, c'est ce qui va exploiter les données. Des fois, je prends une petite métaphore, je fais une analogie avec une voiture de course avec un pilote. Donc, les données, ça va être un peu le carburant. Le matériel, ça va être la voiture en tant que telle. Et l'algorithme, ça va être le pilote. Pour être un peu plus concret, il y a deux grandes phases dans le machine learning. Il y a la première phase qui s'appelle l'apprentissage. Donc, admettons qu'on veuille développer une technologie de reconnaissance de pièces industrielles qui sont produites. Donc, on produit par exemple 3 types de pièces et on veut être capable, avec des caméras, de dire quelle est la typologie de la pièce qu'on voit face à la caméra. Dans la base de données, on va prendre des photos de ces 3 types de pièces et sur chaque photo, on va dire cette photo, c'est la pièce 1, cette photo, c'est la pièce 2 et ainsi de suite. Sur chacune des photos, on va dire ça. Cette base de données, on va la donner, en fait, on va l'utiliser avec un algorithme d'apprentissage qui va, en gros, extraire des règles, apprendre à reconnaître les pièces grâce à ces métadonnées, à la notation, la labellisation. Donc, quand on disait que sur cette photo, c'était la pièce 1, ça, c'est le fait de labelliser. Une fois qu'on lui aura donné toute cette base de données, il va créer un modèle. Et ce modèle, c'est concrètement ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle. Dans la deuxième phase, cette intelligence artificielle, on va venir l'intégrer dans un logiciel, par exemple, dans une application. Et on est donc dans une phase d'inférence, c'est quand elle va faire sa prédiction, c'est quand elle va vraiment être mise en production. On va lui donner une nouvelle donnée, une nouvelle image, donc d'un produit 1, 2 ou 3. Et quand on va lui donner cette image, le modèle va l'analyser et nous sortir, et nous donner une sortie, une prédiction, et va nous dire si c'est la pièce 1, 2 ou 3. Donc voilà un peu les deux grandes étapes du machine learning, très simplifiées. Mais je vais vous montrer tout à l'heure avec une petite application pour encore mieux visualiser tout ça et mieux comprendre. Donc ça marchait très bien, le machine learning, mais il y a eu un bond en avant en termes de performance, une petite révolution au sein même du machine learning avec l'avènement du deep learning. Alors le deep learning, là, ça va être sur la composante algorithmique du machine learning. C'est une structure particulière. En fait, c'est des couches de réseaux de neurones. C'est plutôt bien inspiré. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment fonctionne chacun de ces réseaux. Il faut juste savoir que c'est les performances des réseaux de neurones profonds, donc c'est ça le deep learning, sont aujourd'hui très impressionnantes. Mais par contre, donc toute situation a ses avantages et ses inconvénients. On a perdu un petit peu en explicabilité. Donc c'est plus compliqué de comprendre vraiment le cheminement, comment on arrive à une telle prédiction. Au niveau des données, il y a eu une explosion. Donc déjà, il y a eu Internet qui a fortement aidé le machine learning à la base, mais depuis une dizaine d'années, on a de grandes bases de données ouvertes qui ont été en fait mises à disposition sur Internet, comme ImageNet. C'est une base de données de 14 millions d'images réparties en 22 000 catégories. Et donc, en fait, ce sont des scientifiques du monde entier qui ont annoté les images. Sur chacune des images, ils ont dit là-dessus, c'est un chat, là-dessus, c'est un vélo, là-dessus, c'est un arbre, là, c'est une fleur de telle catégorie. Et en fait, des algorithmes de deep learning sont pré-entraînés
sur ces grandes bases de données pour améliorer leur performance. Et ensuite, quand on veut les réimplémenter, on a juste à les spécifier sur ce qu'on veut reconnaître. Et enfin, dernière composante du machine learning, le matériel, le hardware, comme on appelle ça. Jusqu'à maintenant, on utilisait donc des PC, et en fait, depuis une dizaine d'années, vraiment, on commence à vraiment utiliser des GPU, donc les cartes graphiques NVIDIA, qui étaient avant plutôt réservées au gaming ou alors à tout ce qui est graphisme, simulation virtuelle. On s'est rendu compte que ça marchait très bien pour l'intelligence artificielle, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très, très utilisé, notamment avec NVIDIA, qui s'est positionné sur ce marché-là. Donc, avec ces 3 évolutions, donc là, on ne voit pas bien, mais il y a un trait rouge au niveau du 5. Avec ces 3 évolutions, on a réussi à dépasser les performances de l'humain sur la reconnaissance visuelle en 2015. Donc, 5%, c'est le taux d'erreur d'un humain sur cet exercice de reconnaissance d'image. Sur ce challenge, donc le Large Scale Visual Recognition Challenge, on a réussi à passer en dessous de 5%. Et aujourd'hui, sur les technologies, on a fait par exemple une technologie de reconnaissance de plantes et de fleurs, on atteint les 99% de bonnes prédictions. Alors là, c'est le moment un peu technique, on va voir si ça fonctionne. Alors je vais couper ma caméra et partager mon écran. Hop. Partager l'écran. Hop. Stéphane, tu peux me dire si on voit? Ouais, c'est bon, on voit. Ok, super. Alors, là, on va reprendre le schéma que je vous ai montré tout à l'heure sur machine learning, les grandes étapes. Donc là, on va faire de l'apprentissage. Là, je vais créer mon jeu de données. Donc là, je veux créer un détecteur de Mathieu, donc c'est moi. Donc je vais mettre plein d'images de moi. Donc, hop, donc sous tous les angles. Plus c'est exhaustif et plus c'est représentatif de moi, plus les performances seront satisfaisantes. Donc là, j'ai pris toutes mes photos. Maintenant, je vais labelliser. Sur toutes ces photos, on voit une seule chose, c'est Mathieu. Et ensuite, je veux aussi pouvoir détecter les mugs. Bon, il y a toujours écrit Mathieu, mais c'est plus moi. Hop. Et donc là, je vais encore une fois labelliser. On appelle ça un mug. Derrière, je vais donner donc ce jeu de données à mon algorithme d'apprentissage. Hop. Donc là, ça ne va pas prendre trop de temps. D'ici une trentaine de secondes, ça devrait être fait. Donc, je vous passe les détails des paramètres d'apprentissage. Ce n'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Et donc, voilà. Donc là, on a l'entraînement. Et là, maintenant, on a le modèle. Et le modèle, imaginons que là, c'est une petite application. L'entrée, donc la nouvelle donnée, c'est ici. Et en fait, il nous fait sa sortie, c'est sa prédiction. Donc là, on voit qu'il me reconnaît bien. Et si je me décale, donc voilà, en 2 petites minutes, on a créé une intelligence artificielle. Bon, c'est pas si simple que ça. Là, c'est une application qui est faite pour que ça aille vite. Hop. Donc là, je suis revenu. Et on peut continuer. Super. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu éclairé, que ça concrétise un petit peu ce que je vous ai expliqué sur l'intelligence artificielle. On va maintenant voir un petit peu les spécificités de l'IA en industrie. Donc, il y en a quand même pas mal. Donc, concrètement, l'IA, ce que ça va apporter à l'industrie, c'est donc d'abord de la résilience, surtout dans cette période actuelle. Elle va permettre d'automatiser des process et digitaliser l'activité. Je me ferai taper sur les doigts par mes docteurs s'ils m'entendaient dire digitaliser, on dit numériser. C'est un mauvais mot parce que les digital, c'est les doigts. Et ensuite, donc c'est un vecteur de performance parce qu'on va réussir à, une fois qu'ils sont optimisés, en les automatisant, on va aussi les optimiser, ces process. Et on va même potentiellement pouvoir diversifier l'activité en apportant une couche de services supplémentaires et donc une nouvelle offre pour le marché. Donc, les cas d'usage, il y a des grandes familles. Donc, on va pouvoir optimiser, automatiser. Donc, ça va être l'automatisation de la chaîne de production. On va pouvoir optimiser l'ensemble de la supply chain et également optimiser le rendement. Donc, faire mieux avec moins ou en tout cas en ne prenant pas plus. On va pouvoir également fiabiliser et accélérer des process industriels comme le contrôle qualité, détecter des défauts de manière automatique. On va pouvoir détecter très rapidement les dérives et les anomalies. On va également pouvoir fiabiliser
et automatiser la traçabilité, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec des technologies d'OCR. Et enfin, on va pouvoir analyser rapidement les causes racines de tout problème. On va ensuite pouvoir assister et sécuriser. Donc là, c'est une dimension qui est plus humaine. Globalement, l'intelligence artificielle va venir apporter des aides à la décision des opérateurs et des techniciens. C'est ce qu'on appelle l'opérateur augmenté, le technicien augmenté aujourd'hui, notamment avec tout ce qui est technologie de reconnaissance, de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Ces technologies sont couplées avec de l'intelligence artificielle pour bien pouvoir contextualiser son environnement. Et également, on va pouvoir surveiller et sécuriser l'environnement avec, par exemple, détecter des chutes, détecter un corps à terre qui ne bouge plus, détecter un objet ou une palette qui ne devrait pas se trouver sur une zone donnée. Donc là, on a vu les cas d'usage, mais ce qu'il y a de très spécifique à l'industrie, c'est avant tout les données. Donc, pour les données industrielles, on a besoin souvent d'une expertise pointue et qui reste encore un peu traditionnelle en France, du moins. On a beaucoup d'informations qui ne sont pas digitalisées, qui restent un savoir-faire humain. On retrouve aussi beaucoup de machines spécifiques, et qui dit machine spécifique dit production de données spécifiques. Donc, il n'y a pas encore beaucoup de standardisation. On a également énormément de paramètres qui sont pas toujours faciles à interpréter quand on n'est pas un expert du domaine. Et du coup, on a besoin de quoi? D'un expert pour qualifier l'ensemble de ces données. Sauf que qualifier des données, ça prend beaucoup de temps. Et il faut quelqu'un qui soit, j'allais dire à temps plein, mais pas loin, pour faire ce job. Les données industrielles, elles peuvent être rares également, et elles sont aussi souvent peu exploitables et peu accessibles. Donc elles sont rarement historisées, c'est-à-dire qu'on va pas forcément les capter de manière constante et pas de manière ordonnée. Elles sont souvent non structurées. Quand on appelle ce qu'on appelle la structure dans la base de données, c'est par exemple, imaginons un tableau Excel, c'est au lieu d'avoir l'ensemble des données qui seraient dans une seule cellule, c'est les dispatcher dans des colonnes bien définies pour en fait qualifier la donnée et la structurer. Elles sont aussi rarement centralisées. C'est rare d'avoir des entreprises qui ont en fait un data lake ou vraiment en fait un serveur dédié où toutes les données sont envoyées là-bas. On revient à ce que je disais également tout à l'heure, donc les données sont rarement labellisées, parce que ça prend du temps. Et du coup, quand elles sont pas labellisées, en fait, on va avoir du mal à lier, par exemple, une température qui augmente fortement avec une panne précise. La labellisation, ça veut dire, là, je vois que sur ma série temporelle, sur mes statistiques, c'est lié à cet événement. Et si on le fait pas, on peut pas retracer ça. Mais enfin, les données qui sont importantes sont souvent celles qui sont les plus rares. Et le problème, c'est que en IA, on a quand même besoin d'avoir un petit volume de données pour pouvoir faire un apprentissage de qualité. Du coup, si on n'arrive pas à capter ces données qui sont rares à chaque fois, on va perdre en efficacité. Et enfin, il y a une vraie hétérogénéité, que ce soit en inter ou en intra-usine. Donc, les données vont être hétérogènes au sein d'une même usine, avec, on l'a vu tout à l'heure, des machines qui sont spécifiques. Et elles ne sont pas non plus souvent centralisées. Et on a également une hétérogénéité entre les usines. Donc, dans un même groupe, on peut avoir plusieurs usines et les données ne vont pas être similaires entre les deux usines. Donc là, on a vu beaucoup de données qui étaient internes, qui sont vraiment liées à la production, on va dire. Mais on en a d'autres qui peuvent venir donc des clients, des fournisseurs, des services RH ou financiers, de la gestion de projet. Mais on en a aussi des externes, comme de l'open data. C'est des données qu'on peut trouver librement sur Internet. Elles sont produites par des institutions, par des collectivités. Et on a également des données qui seront payantes, comme certaines données météo, des analytics web, des études de marché. En fait, ces données-là vont permettre de venir affiner l'apprentissenfin qui va se faire sur des données internes et plus centrées sur la production. Enfin, il y a deux grandes familles, on va dire, de l'IA, enfin, deux grands types d'IA, de formes d'IA qu'on va trouver en industrie. Il y a donc la partie cloud. Ça va être tout ce qui est le traitement se fera pas dans l'usine, mais sur un serveur, sur une machine déportée à distance. Donc ça, c'est très utile pour tout ce qui va être post-traitement et du monitoring. Ça va pas marcher quand on va faire du temps réel. Ça va également être intéressant quand on peut sortir ces données de la société. C'est des données qui ne sont pas trop sensibles, parce que voilà, dès qu'il y a transfert de données, on augmente le potentiel de fuite ou de perte. Et donc
le gros avantage du cloud, c'est qu'on a une très très grosse puissance de calcul et de mémoire. Donc ça va être très intéressant sur des technologies qui sont assez gourmandes en énergie. Et ensuite, on a également le local ou le edge. Donc le local, ça va être si on a un PC, un serveur qui est sur le site, et le edge, ça va être directement sur la machine que les calculs sont faits, par exemple. Donc ça va être adapté quand on a une cadence importante à suivre. Par exemple, si on doit faire du contrôle qualité sur un convoyeur qui débite je ne sais combien de produits à la seconde, il va falloir faire du local au minimum. C'est intéressant pour faire du live monitoring, donc c'est de l'instantané. Et ça va être parfaitement adapté du coup à toutes les données qui sont sensibles et très stratégiques pour la société, qui ne doivent pas sortir de l'entreprise. C'est quelque chose qui se développe fortement actuellement. Et c'est ce qu'il y a de plus adapté, selon nous, à l'industrie. En tout cas, on le voit également avec nos clients. Donc voilà, je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire une réponse. Est-ce qu'il y a déjà des questions qu'on peut traiter? Je ne sais pas. Ou on se le regarde maintenant. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais ça veut dire que c'est très clair. Okay. Mais n'hésitez pas en tout cas effectivement à poser vos questions pendant la présentation et Mathieu y répondra. C'est ça, pour un maximum d'interaction. Donc, on va maintenant s'intéresser aux dernières applications de l'IA en industrie. Alors, je vois qu'il y a peut-être eu un pop, je regarde vite fait. On attend les exemples. Ok, ça arrive tout de suite. Alors là, c'est pas des exemples Néovision, mais c'est en fait, on mène une veille constante, tant au niveau scientifique qu'au niveau applicatif, pour voir ce qui se fait dans le monde. Donc là, c'est une technologie qui a été développée par l'Université Polytechnique de Hong Kong et qui en fait vient détecter automatiquement les défauts sur du tissu. Donc c'est une application, c'est une technologie qui s'appelle WiseEye et du coup ça permet de détecter avec une précision de 90% tout défaut sur des grands pans de tissu, donc très larges. On a d'ailleurs une boîte française une société française qui nous a contacté pour savoir si c'était possible. C'est un vrai challenge technique parce que donc c'est des défauts qui peuvent être vraiment minuscules, alors que la largeur de la bobine de tissu est-elle très importante. Donc c'est une belle perf qu'ils ont réussi à réaliser. Et du coup, eux, ça leur permet de faire de sacrées économies, tant en temps qu'en matières premières. Et ça leur fait gagner également de la main d'œuvre. Parce que du coup, au lieu d'avoir quelqu'un qui vérifie tout le temps le rouleau de tissu, voir s'il n'y a pas le moindre petit défaut, ils peuvent se concentrer sur d'autres choses. On a également un autre exemple, donc avec Patate Dolbec, une société qui est donc dans l'industrie agroalimentaire, qui a mis en place une technologie de détection de défauts critiques sur des pommes de terre. Donc avant, c'était des trieurs optiques avec une intervention humaine qui faisait le tri. Le problème, c'est qu'ils avaient une fiabilité de seulement 30%. Du coup, en fait, ils ont mis de l'IA, donc du machine learning à l'IA de la computer vision. Et aujourd'hui, la fiabilité, le taux atteint 85%. Et ils sont encore en train de l'améliorer pour aller titiller les 90%. Donc on voit qu'il y a quand même un gain substantiel en termes de fiabilité grâce à l'apport de l'intelligence artificielle. On a aussi donc dans les grands entrepôts pour tout ce qui est les inventaires. On a IC, donc qui a été développé en partie avec L'Oréal. Donc c'est un drone qui permet en fait de faire l'inventaire et de lire automatiquement les étiquettes de toutes les palettes. Donc là, sur les dernières années, 100% de l'inventaire a été réalisé grâce à IC. Donc j'avais une petite info. Donc ouais, la capacité de la centrale logistique, donc elle envoie vers 50 filiales dans le monde. C'est une capacité de 25 000 palettes. Et avant, chaque année, il fallait donc une dizaine de nacelles au total pour faire cet inventaire et plusieurs jours. Donc aujourd'hui, tout est automatisé. On a également l'avènement des robots autonomes, donc ce qu'on appelle la cobotique, c'est-à-dire ce sont des robots qui peuvent qui interagissent avec l'humain et qui peuvent naviguer avec les humains sans risque de les blesser. Donc là, c'est BMW et Nvidia qui ont développé de nouveaux robots qui en fait sont capables de mieux percevoir leur environnement et de classifier les obstacles. Donc savoir si c'est un humain, si c'est un chariot qui est en face, pour pouvoir mieux collaborer ensemble. Ça, c'est quelque chose qui se développe fortement sur les dernières années, la cobotique.
On a également une société québécoise qui s'appelle Infasco, qui a intégré de l'intelligence artificielle dans son usine. Donc, c'est une entreprise qui produit des boulons, tout simplement. Donc, ils ont 65 000 références différentes. Et en fait, suite à la crise de 2008, ils ont décidé de passer le cap de l'IA et d'investir massivement. Donc, en fait, pourquoi je voulais parler de cet exemple, c'est parce que c'est un bon exemple parce qu'ils ont fait les choses dans le bon sens. Ils ont d'abord connecté leur usine et centralisé les données. Donc ça a été la première étape. Ils ont ensuite travaillé sur la structuration de ces données, sur leur nettoyage, sur leur qualification, et ensuite, ils les ont exploitées grâce à de l'intelligence artificielle. Donc les projets IA industriels ils doivent être pris comme ça, c'est-à-dire d'abord, on collecte les données, on les structure, on les nettoie, on les prépare, et ensuite, on va pouvoir les exploiter pour générer un vrai ROI. Et cette boîte, du coup, qui avait pris la crise financière de 2008 en pleine figure, aujourd'hui, elle est ultra compétitive et elle a gagné 20% en productivité grâce à l'apport de l'IA. Enfin, un petit questionnement suite à une annonce récente. La Corée du Sud compte en 2020 20 000 usines intelligentes et prévoit d'en avoir 30 000 en 2022. Donc la question qui se pose, c'est quelle place aura la France dans cette ère de l'industrie 4.0 ? Il y a beaucoup de pays qui investissent dans l'industrie 4.0. On pense notamment à la Chine, également aux États-Unis, le Canada. L'Allemagne aussi commence à fortement s'y mettre. Et du coup, quelle place pour la France ? On a un peu loupé le virage de la robotisation. Il ne faut pas louper celui de l'IA, mais il y a des signaux forts qui commencent à être envoyés. Notamment, nous, on a travaillé avec des clients, donc le Centre technique du cuir, par exemple, qui connecte et digitalise donc c'est les tanneries françaises. À côté de ça, il y a également un programme créé par le gouvernement qui s'appelle IA Booster, qui vise à subventionner jusqu'à 80%, à la hauteur de 80%, les investissements faits dans l'intelligence artificielle pour booster en fait les performances économiques des sociétés françaises. Donc, il y a quand même de belles promesses pour l'avenir. Et du coup, on va terminer sur des petites réalisations clients. Donc, il me reste combien de temps ? On va essayer de faire ça vite pour avoir un petit peu de temps pour répondre à vos questions s'il y en a. Donc, on a fait du contrôle qualité avec Michelin, donc la partie aviation. Donc, en fait, on fait de la détection et de la reconnaissance de dommages sur des pneus d'avion. En fait, quand un avion donc est contrôlé sur le tarmac et qu'on voit qu'il y a un problème sur un pneu, il est enlevé, il est remplacé forcément. Et ce pneu est envoyé dans un centre de traitement. Et là, en fait, le technicien, avant, donc tout était fait à l'œil et à la connaissance de l'humain, aux compétences. Aujourd'hui, il pourra utiliser une application mobile. Il prend en photo le dommage et automatiquement, ça va venir détecter sur la photo où se trouve le dommage et ça va venir le qualifier. Ça veut dire, on est face à tel dommage. Donc là, c'était wear beyond limits, c'est-à-dire qu'en fait, il a juste trop été utilisé le pneu. Là, on voit l'armature métallique qui commence à apparaître. Il n'y a plus assez de gomme. Du coup, on peut enregistrer la photo, le dommage, pour en fait assurer une traçabilité des événements rencontrés lors de sa durée de vie au pneu. Et on peut également avoir accès à la bonne procédure de traitement. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand je suis face à ce dommage ? Est-ce que je peux réparer le pneu encore ou est-ce que il doit partir à la benne parce qu'il est non réparable ? En général, les pneus d'avion, ça c'est une petite info, c'est un savoir. Je sais pas s'il est utile ou inutile, mais ils sont réparés jusqu'à 3 fois dans leur vie. Donc moi, je pensais qu'à chaque fois qu'il y avait un défaut, c'était mis à la benne, mais non. En général, ils sont réparés 3 fois. On appelle ça du rechappage. On fait également de la reconnaissance de produits. Donc là, avec Schneider Electric, donc c'est encore une fois sur une application mobile, c'est pour en fait assister les techniciens, les opérateurs tant du côté Schneider que chez les clients. Donc en fait, avec l'application mobile, on passe sur un flux vidéo. On va filmer le mur où il y a le disjoncteur. La technologie va directement détecter le disjoncteur. Elle va aller repérer la zone d'intérêt, donc l'étiquette. Et sur cette étiquette-là, on va utiliser donc une technologie OCR pour lire la référence. Et du coup, en fait, on peut identifier très rapidement les produits Schneider et donc avoir accès à toute la fiche technique pour assurer une bonne maintenance. Je vous parlais du CTC, donc le Centre technique du cuir. Là, c'est pareil, c'était pour une problématique de traçabilité. Donc, ils ont des pots de veau qui arrivent régulièrement dans les usines. Et donc, ils sont gravés au laser pour être identifiés, pour savoir de quel élevage ils viennent et de quelle bête ils viennent.
Le problème, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup d'erreurs de lecture et d'entrée des identifiants dans la base de données. Et du coup, en fait, ils nous ont sollicité pour qu'on développe une technologie d'acquisition de ces images et de lecture automatique des gravures. Donc, c'était un vrai challenge technique. Donc, c'est une solution qui a été brevetée. C'est un challenge technique parce qu'en fait, le cuir va subir beaucoup de traitements, de déformations, et du coup, les caractères sont souvent déformés et très changeants d'une peau à l'autre. Donc, c'était un vrai challenge, mais on a réussi à le relever. Et là, c'est en cours de déploiement dans toutes les tanneries françaises et ça a vocation à être une technologie déployée au niveau européen puis mondial. On a également assisté, donc là, je ne peux pas vous donner le nom du client parce que c'est confidentiel, mais un grand groupe de la santé qui produit des seringues et du coup qui se demandait quelles microparticules on pouvait retrouver dans les seringues en fin de production pour savoir en fait et quelle était leur typologie, quelles étaient ces microparticules, parce qu'en fait, les microparticules dans les seringues peuvent venir dénaturer le médicament qui sera à l'intérieur. Et du coup, connaître leur composition, c'était super important. Du coup, on voulait même aller plus loin. C'était OK, on peut voir qu'il y a des problèmes, des micro-particules dans les seringues, mais il fallait aussi savoir pourquoi elles étaient là et à quel moment elles étaient incorporées dans le processus de production. Du coup, on a optimisé, on a cherché les meilleurs paramètres de production pour optimiser la qualité du produit final. Tout à l'heure, je vous parlais de sécuriser et de surveiller l'espace, enfin les usines. C'est possible grâce à la caractérisation d'activités humaines. Donc là, on a travaillé, c'était pour le véhicule autonome, donc c'est ce qu'on peut retrouver par exemple pour les petits robots BMW Nvidia. On a utilisé des caméras infrarouges pour en fait préserver le caractère privé des données. On ne peut pas reconnaître quelqu'un avec de l'infrarouge quand il est lointain comme ça, et avec cette définition. Et du coup, ensuite, on a mis du deep learning allié à la computer vision pour détecter les piétons dans le cadre du véhicule autonome. Et du coup, on a réussi à dépasser l'état de l'art avec ce papier de recherche et cette expérimentation. Donc ça, c'est également utile. Par exemple, on a travaillé avec Schneider Electric dans le cadre du bâtiment intelligent pour optimiser la consommation d'électricité. Pardon. Et ensuite, donc, on fait aussi la détection. Donc là, c'est sur des chantiers avec notre partenaire Nlabs, mais on peut également le faire dans une usine, par exemple, détecter où se trouvent les humains, est-ce qu'ils sont pas sur un passage d'un engin ou, par exemple, pour avoir un petit peu travaillé dans l'industrie avant, avec les ponts pour lever de grosses pièces, être sûr qu'il n'y ait pas d'humain en dessous d'une pièce qui est soulevée, qui est en mouvement, parce que bon, bah, si il y a un crochet qui lâche, on sait ce qui va se passer pour la personne en dessous. Et donc là, voilà, nous, on est capable de détecter des véhicules, les personnes. En fait, on peut détecter un peu tout et n'importe quoi. Ça dépend ce qui est important. Et en fait, là, c'est vraiment l'expertise métier de notre client qui va nous réussir à guider, qui va réussir à nous guider pour savoir ce qu'on doit aller détecter. Et voilà, on arrive au bout de la présentation. Il reste une petite dizaine de minutes. C'est parfait. On a vos questions. Merci beaucoup. Alors, on m'a dit que j'avais un petit souci de micro. J'espère que ça s'est arrangé et que vous m'entendez bien. Alors, une première question de la part de Capucine Loutelier qui nous demande pour l'exemple de Michelin. Oui. Est-ce que tu sais si c'est eux qui ont créé leur base de données de photos de pneus abîmés pour la partie apprentissage? Alors, on a travaillé ensemble là-dessus. Ils ne l'avaient pas. Nous, on a discuté avec eux et on leur a donné un protocole d'acquisition. On leur a expliqué comment ils devaient créer leur jeu de données, comment ils devaient prendre en photo ces dommages. Une fois que ça a été fait, on a utilisé, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un outil Tadaviz. On a utilisé cet outil pour voir si le jeu de données était de qualité et exploitable. Et en fait, on l'a utilisé une première fois et on a vu qu'il y avait, pour une classe de défaut, en fait, le protocole n'avait pas été respecté. Donc, tout de suite, on a pu leur dire, là, ça va pas le faire. Il va falloir que vous repreniez en photo des dommages de ce type-là parce que les échantillons qu'on a, ils sont pas exploitables en l'état. Donc, on les a guidés dans l'acquisition et ensuite, on a validé que le jeu de données était bien qualifié. Ok, très bien. Je continue avec une autre question de Capucine. Pour l'exemple avec le CTC, comment avez-vous procédé pour permettre la reconnaissance de ce type de caractère? Donc, ce que tu nous présentais juste avant. Alors, en fait, on revient à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est le jeu de données. Donc, on a pris des images, donc on a défini
quel type d'éclairage il fallait, quel type de capteur il fallait pour bien pouvoir voir les caractères sur l'image. Et ensuite, on a pris plein de photos de plein de pots. Et sur chacune de ces pots, on a dit là, c'est ces caractères qui sont inscrits. Donc là, c'était un humain qui le faisait, donc ça prenait du temps. On s'est assuré par plusieurs personnes qu'on voyait bien tous la même chose. Et ensuite, on a basé l'apprentissage sur ces données-là. On a également généré des données de synthèse, donc simulées, pour augmenter la taille du jeu de données. Et on a bien vérifié qu'elles étaient représentatives des données réelles. Ce qui nous a permis d'atteindre un taux de performance. Je crois qu'aujourd'hui, on était à 85-90% de précision. Ok, merci. Une nouvelle question de la part de Cyril Chauvin qui s'interroge sur le fait de coupler une intelligence artificielle avec de l'impression 3D, notamment pour faire du contrôle visuel de l'impression 3D en temps réel, ce qui permettrait notamment de réguler en temps réel l'hygrométrie, donc le taux d'humidité dans l'air et la température, et ainsi pouvoir agir directement sur l'imprimante 3D pour optimiser la fabrication. Ouais, ça semble complètement possible. Aujourd'hui, en fait, nous, on travaille aussi sur de la 4D. Donc, en gros, c'est l'évolution dans le temps. La quatrième dimension, c'est le temps. Et du coup, c'est possible pour suivre en fait une production en temps réel avec ce même en 3D. Donc, pour ça, il faut encore une fois un jeu de données qui permette de faire de l'apprentissage. Et donc, en fait, il faudrait réussir à filmer des productions parfaites et labelliser également les conditions dans lesquelles ont été faites cette production, avec quel niveau l'hygrométrie, tout ça, ce qui a été cité. Je suis pas un expert dans l'impression 3D, mais c'est là aussi notre marque de fabrique à Novision, c'est qu'on prend beaucoup de temps pour réduire le fossé métier et bien comprendre en fait les besoins, les contraintes et les problématiques des métiers de nos clients. Ok, il y aura sûrement plein d'échanges à avoir avec Cyril juste après la présentation. Une autre question de Antoine Huvet qui aborde la question du ROI. Alors on va en parler dans la présentation juste après. Mais est-ce que quelle est la part moyenne des ROI des solutions que vous avez mis en œuvre jusqu'ici? Alors les ROI, en général, la plupart du temps, les clients veulent les compter par rapport à des équivalents temps plein. Combien d'argent ça leur a fait gagner, combien de postes à supprimer. Nous, on n'est pas trop partant de réduire la question du ROI à une seule dimension financière. Le ROI, il est multiple. Il a tellement de dimensions. Ça peut être au niveau écologique aussi, pour éviter en fait de consommer plus que nécessaire. Au niveau de l'image de marque également de la société, au niveau marketing, on se modernise, on se lance dans l'innovation. Ça permet aussi de recruter plus facilement. Mais en gros, le ROI, c'est la plupart du temps, ça va être avec le client que ça va être calculé. C'est de quoi on part et où est-ce qu'on veut aller. Et du coup, on va développer la technologie pour atteindre cet objectif-là. C'est compliqué de donner un seul ROI. Par exemple, on a travaillé dernièrement avec une société de transport. Donc là, c'est pas de l'industrie, mais des sociétés de transport. On a réussi à leur faire économiser 500 000 kilomètres par an, ce qui correspond à peu près 1 euro du kilomètre pour eux. Donc, ils ont fait une économie de 500 000 euros et ils ont eu un ROI à 2 mois et un ROI sur l'année à 400%. Donc, en fait, ça dépend à chaque fois des projets. On a travaillé aussi avec une société industrielle pour faire de la détection de défauts sur des implants chirurgicaux. Donc, eux, ils devaient viser le 0% de défauts qui partait à la commercialisation. Ils n'y arrivaient pas avant. On leur a développé la technologie qui a pu leur permettre d'atteindre ce niveau de performance-là. Et après, quel est le ROI? Là, c'est difficile de le calculer. On a juste atteint l'objectif qui était d'avoir du 0 défaut. Mais j'ai écrit un article dernièrement sur toutes les dimensions du ROI. Je pourrais le partager avec grand plaisir. Avec plaisir.